Nous sommes le lundi 10 août 2020, fidèles téléspectateurs de Sherifa TV, partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information de titre. Pour commencer, CAI a abrité les activités de la campagne régionale de reboisement 2020 le samedi 8 août en présence des autorités politiques et administratives à suivre dès le début de cette édition. Et puis nous irons en 4e région administrative du Mali où un atelier de formation s'est tenu sur l'apprentissage professionnel. Voici entre autres les principaux titres qui vont meubler votre journal du jour. Installez-vous et bienvenue. Une fois de plus, si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette actualité. Les activités de la campagne régionale de reboisement 2020 ont été officiellement lancées le samedi 8 août 2020 à CAI par les autorités politiques et administratives de la première région. Le thème national retenu pour cette 26e édition est « Préservons et restaurons nos écosystèmes pour renforcer la résilience de nos communautés ». L'événement, qui était présidé par le gouverneur de région, a vu la participation effective de l'ensemble des acteurs de l'environnement, notamment les responsables de la société de gestion forestière, Abdoulaye Halidou Cissé, partenaire technique et financier de la Direction nationale des eaux et forêts. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux, Hamadou Ndiallo et Draman Mali. Cette 26e édition se fixe comme objectif la production de 2 500 000 plants, toutes espèces confondues, et la récolte de 30 000 noix de rognier au plan régional, le reboisement de 1500 hectares et la mise en œuvre de 127 plans d'aménagement de massifs forestiers. Et pour l'atteinte de ces objectifs, la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé joue toute sa partition en dotant le service technique de cantonnement de Kéniéba d'un véhicule 4x4 flambant neuf pour faciliter le déplacement des agents forestiers engagés sur le terrain. Donc pratiquement ce sont nos objectifs au cours de l'année. Maintenant, en plus de ça, nous avons également le programme des jeunes qui est venu se greffer à tout cela. Donc ils prétendent vouloir planter au moins 50 000 arbres au cours de cette année. C'est vraiment audacieux. Aujourd'hui, la société de gestion forestière est cotée au niveau de la région de CAI. Au-delà de nous forestiers, que la population même, les jeunes, tout le monde sait que la société est là et elle fait des activités palpables qu'on voit sur le terrain. À l'occasion de cette journée, des messages de sensibilisation et d'information ont été partagés par les acteurs régionaux à l'endroit des populations de la région pour une meilleure campagne. Dans cette dynamique, le Conseil communal des jeunes, en partenariat avec le Conseil régional, a pris l'engagement de procéder à la plantation de 50 000 pieds d'arbres à CAI. Ce qu'on veut pour cette année, ça c'est 50 000. Donc on va commencer avec 50 000. Donc c'est pour cette raison que j'ai demandé aux jeunes opérateurs de nous donner uniquement les plantes pour les reboisements. Donc aujourd'hui, CAI a besoin de ça. C'est ce qui va permettre à chaque Caïsien de planter un arbre devant sa porte. Donc, et de faire le suivi. Il y a de cela plus de 7 ans, je rappelle. Chaque année, nous finançons la direction régionale des eaux et forêts à hauteur de 4 à 5 millions par an. Et l'objectif pour nous, ce n'est pas seulement de reboiser, mais aussi de voir l'impact de ce reboisement qui permet de stabiliser l'écosystème, mais également de protéger les terres qui sont en état d'érosion très avancé dans cette partie est de la ville de CAI. Dans son discours de lancement, le gouverneur des régions, Mamadou Z Sidibé, a sollicité l'engagement de tous dans l'objectif de faire de CAI une ville verte. Je voudrais, avant de lancer officiellement, dire et de m'adresser solennellement à vous tous. Je veux parler d'abord de la jeunesse de CAI. Je veux parler du conseil régional de CAI. Je veux parler de l'association CAI Koumakan. Franchement, vous faites de moi aujourd'hui
le plus heureux des gouverneurs. Pourquoi? Par d'abord votre prise de conscience. C'est ça, l'éveil de conscience. Vous avez sonné l'alerte et vous êtes aussi en train de donner les premiers pas pour faire de Caille une ville verte comme vous l'avez dit. Planter des arbres, c'est très bien. Mais entretenir l'arbre, protéger l'arbre est encore plus important que de le planter simplement. Le fait de planter est déjà d'élaborer un système, de mettre en place un mécanisme de protection de l'arbre. J'avoue que je suis très heureux de cela. Rappelons que l'un des buts majeurs visés par la présente campagne nationale de reboisement est de faire comprendre aux populations que la disparition de la forêt menace l'équilibre écologique dont les corollaires sont la perte de la biodiversité et l'accentuation des effets néfastes du réchauffement climatique. La cérémonie a été sanctionnée par la plantation d'arbres sur le site aménagé de la Fiabougou, suivie de la remise de la clé du véhicule des mains du gouverneur de région au chef de cantonnement de Kéniéba, offert par la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Sissé. Très bien, nous étions à l'instant dans la capitale des rails avec nos envoyés spéciaux pour le lancement officiel de la campagne régionale de reboisement. Retournons ici dans la capitale pour parler de cette actualité. Le président de la plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs religieuses, sociétales et la République a organisé une conférence de presse ce samedi 8 août 2020 au mémorial Modibo Keïta. L'objectif de ce regroupement n'est autre que de contribuer à la paix et à la stabilité du pays. Tata Touré et Ibrahim Koulibaly nous en disent plus. Le Mali est confronté à une crise sociopolitique depuis le mois de juin dernier. Pour aider les autorités dans la résolution de cette crise, le président de la plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs religieuses, sociétales et de la République a tenu une conférence de presse qui ayant pour objectif de sensibiliser l'opinion nationale sur le sens de la désobéissance civile dans un État démocratique. Désobéissance civile, c'est un moyen de protestation. C'est un moyen de protestation qui permet aux citoyens d'alerter les décideurs sur la poursuite des affaires publiques. Donc, à partir de la désobéissance civile qui se manifeste dans la non-violence, la caractéristique de la désobéissance civile, c'est la non-violence. C'est la non-violence. Et à partir de celle-ci, les gouvernants peuvent prendre une autre direction à la gestion des affaires du pays. Mais ça ne doit pas être l'occasion ni pour les opposants, ni pour le pouvoir politique de s'éliminer ou de se neutraliser. Au contraire, c'est de cette diversité des idées que doit jaillir effectivement des solutions miracles pour qu'on puisse sortir de toutes ces difficultés multidimensionnelles. Le présidium était composé des leaders religieux, des autorités coutumières et religieuses devant un public acquis à leur cause. La plateforme est créée pour que la population, les Maliens lambda qui comprennent ce qui se passe au Mali, c'est le peuple qui tranche. Donc nous on a appelé les constitutionnalistes pour qu'ils viennent nous dire qu'est-ce que la loi a prévu comme la désobéissance civile, les traditionnels qui ont des valeurs traditionnelles aussi, qu'ils ont parlé sur ça, ce que la religion aussi a dit, des imams qui ont parlé par rapport à ce que la religion musulmane a parlé par rapport aux désobéissance civile. Mais les formes qu'il y a au niveau du Mali aussi, tout le monde est unanime, ce n'est pas la forme de désobéissance civile, ça c'est appel à la forme d'une façon de violence, pour que de moins de pression de la violence pour faire partir un pouvoir. Rappelons que la plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs religieuses, sociétales et de la République a été lancée le 25 juin au mémorial Modibo Keïta. Selon son président, elle est ouverte à tous les Maliens soucieux du Mali et qui partagent ses objectifs. La désobéissance civile avec la violence ne sied pas. Donc ils ont eu beaucoup, ils nous ont éclairé nos lanternes. Une démocratie dans la violence aussi, une démocratie sanglante aussi n'est pas viable. Voilà pourquoi nous, en tant que femmes, on a lancé un appel par rapport
au Mali dans ses valeurs. Donc les Maliens doivent se saisir, n'est-ce pas, de leurs valeurs, n'est-ce pas, pour mettre fin à la crise du Mali. Et les Maliens doivent se parler et le dialogue est un vertu cardinal. Et les Maliens doivent se retrouver, n'est-ce pas, autour de ce dialogue-là, discuter et puis trouver une solution pour que la paix vienne au Mali. Non, s'il s'agit de faire la déchéance civile que la Constitution a prévue, la déchéance civile est dans notre Constitution. Nous, tout ce qui est la Constitution a prévu, nous, on ne dit pas que ce n'est pas bon. Faire la déchéance civile, faire une marche, tout est prévu. Mais en faisant la déchéance civile, en faisant les marches, il faut prévoir que toi, tu as un droit, mais les autres Maliens qui ne se voient pas dans votre idée, qui ne se voient pas dans votre façon de faire, il faut que vous les respectez, les autres Maliens aussi. Ils peuvent sortir, de s'asseoir dans les lieux publics, de s'asseoir devant des administrations, mais obliger les gens à fermer les services de l'État, obliger les gens à couper les routes. Vraiment, ça, c'est pas la déchéance civile. Sur ça, on demande à l'État de prendre la responsabilité. L'État a le rôle de protéger les biens des Maliens qui n'ont pas dans la lutte politique, qui sont des Maliens, les citoyens maliens. L'État a le droit de les protéger, leurs biens et leur sécurité. La demande à la désobéissance civile du M5 RFP ayant engendré beaucoup de dégâts et de désagréments aux paisibles citoyens. Condamnant fermement la violence sous toutes ses formes, comme moyen de pression, de lutte, d'expression et de revendication. Convaincu que le dialogue est et restera le seul moyen de résolution de toute crise. Considérant les multiples démarches de la plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs religieuses, sociétales et la République, en vue d'apaiser le climat sociopolitique. Politique toujours, une conférence de presse s'est tenue ce week-end par le mouvement populaire du peuple MPP. Objectif, c'est désolidariser des actions de manifestation du M5 RFP. Le président du MPP estime que le départ par la force du chef de l'État, Ibeka, n'est pas une alternative dans le contexte actuel du pays et ne s'inscrit pas dans cette démarche qui n'est ni plus ni moins qu'un coup d'État civil. Il appelle donc au sens patriotique de tous les militants du mouvement pour éviter de sortir manifester le mardi et même les prochains jours contre le régime actuel. Le président du MPP, à travers sa déclaration, dit ne plus adhérer aux idéaux du M5 RFP. Il est donc au micro de Samaïra Sanogo et Célugnaré. Ça fait à peu près 2 jours qu'on a tenu une conférence de presse pour nous désolidariser du mouvement du 5 juin, qui est le mouvement M5. Le mouvement populaire du peuple, depuis 2013, a commencé cette démarche pour dire que Ibrahim Boubacar Keïta n'est pas la solution du Mali, il n'a pas la solution de ces crises qui traversent le pays actuellement. Depuis 2013, on a commencé cette lutte et on a opté toujours pour le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. On a même adressé une correspondance à la présidence pour demander sa démission. Et aujourd'hui, on se réunit autour, en 2020, on s'est réunis autour d'un mouvement qui est le mouvement M5, qui avait un seul objectif, le départ du président de la République, mais de façon pacifique, car nous sommes un peuple et nous sommes des démocrates. On ne veut pas faire partir Ibeka par force. Si c'est par force, ça c'est un coup d'État. Donc, nous, on ne s'inscrit pas dans cette logique et on a dit qu'on va faire la pression sur le président de la République pour le faire partir pacifiquement. On a fait des premières sorties, des deuxièmes sorties et on nous a proposé, avec les responsables du mouvement M5, dont je faisais partie, on nous a proposé un mémorandum qui n'a pas été notre guerre. On a dit qu'on ne veut pas un mémorandum aujourd'hui, on veut vraiment le départ du président de la République. Ils disent que non, il faut qu'on fasse une proposition et qu'on laisse le président. Ils ont proposé et par finish, la proposition n'a pas été acceptée en entier. Donc aujourd'hui, il sort encore pour nous dire qu'il faut qu'on fasse partir le président de la République.
Je vais vous dire clairement l'analyse qu'on a tirée de cette démarche, c'est que c'est une analyse qui n'arrange pas le Mali. Donc aujourd'hui, nous optons pour une solution de crise. On a proposé des solutions de crise qui n'est d'autre que dissoudre l'Assemblée nationale, nommer les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle et en dernière partie de faire un gouvernement d'union nationale comme ils avaient proposé dans leur mémorandum. Donc aujourd'hui, on va s'inscrire dans cette logique, mais pas dans le renversement du pouvoir. Voilà, comme je vous le disais dans le titre d'élection, la 4e région administrative du Mali, où les centres de formation professionnelle Kaya Sanogo, CFP-KS, créés depuis janvier 2017 en vue de pallier le manque cruel des créneaux d'apprentissage professionnel, a initié le couronnement d'une session de formation le dimanche 9 août à Ségou, résolument engagés dans les combats contre le chômage. 14 apprenants sont renvoyés sur les marchés de l'emploi à l'issue de cette cérémonie de remise d'attestation tenue en présence des autorités politiques, administratives et des partenaires techniques et financiers. Samira Sanogo et Cyril Niaré étaient nos envoyés spéciaux à Ségou. Suivons leur compte rendu. Certes modeste, cette cérémonie est d'une importance capitale. Elle consacre le couronnement d'un processus d'acquisition des compétences en formation qualifiante. J'ai appelé ces gens pour une remise d'attestation aux apprenants. Ils ont suivi pendant 10 mois à menuiserie métallique et à la maçonnerie. Les enfants, il faut qu'ils travaillent. S'ils ont laissé à la maison prendre du thé, dire qu'il n'y a pas de travail au Mali, non, moi je dis c'est faux. Il y en a des travail. La résorption du taux de chômage frappant les jeunes diplômés du Mali en général et ceux de Ségou en particulier, la création d'emplois sûrs et durables après la formation sont entre autres les objectifs du centre qui sont loués par les heureux bénéficiaires. Bon, cette attestation, ça me fait plaisir. Je suis très content. Cette attestation, ça peut m'aider à trouver des travail en fonction et d'autres travail à travers des projets. En participant à cette cérémonie de remise d'attestation, le maire de la commune urbaine de Ségou s'est dit heureux tout en remerciant la noble initiative du promoteur du centre. Je voudrais simplement dire toute la joie qui m'anime en tant que maire de la commune urbaine de Ségou de recevoir aujourd'hui cette cérémonie de remise d'attestation aux apprenants qui ont brillé et jusqu'à leur parcours et obtenu les mérites de ce qu'ils ont appris et qu'ils savent faire. En tant que représentant des populations, je voudrais remercier les promoteurs du centre et tous ceux qui l'ont soutenu pour arriver à cette action. Dire aux récipiendaires que nous savons compter sur eux désormais pour leur insertion socio-professionnelle. Cette importante cérémonie marque le début d'une lutte intense contre le chômage des jeunes, dira le président du conseil régional de Ségou. Il a par ailleurs félicité les responsables du centre avant de rassurer les bénéficiaires de sa disponibilité. Il s'agit d'un objet assez important, objet qui touche à la recherche des solutions de ces fléaux qui gangrènent le Mali dans son entièreté et qui créent des problèmes parce qu'une jeunesse non satisfaite est une jeunesse en proie de désobéissance, en proie de tout genre de problèmes. Aux autorités administratives de la région de Ségou de dire que le développement sur tous ces plans passe par la formation professionnelle. Je voudrais tout simplement réitérer nos remerciements au chef de centre, à l'ensemble des apprenants et particulièrement aux partenaires techniques et financiers. C'est donc vous dire tout l'intérêt que cette cérémonie présente pour nous, car il s'agit de faire face à l'une des solutions indispensables à la promotion de l'emploi et surtout à l'employabilité des jeunes.
Au terme de 10 mois de formation en maçonnerie et en construction métallique, ils sont au total 14, dont 13 hommes et une femme, à recevoir des attestations. Des témoignages forts visant à exhorter les jeunes à convoiter le marché de l'emploi étaient aussi au rendez-vous. Dans le reste de l'actualité, à l'intérieur du pays, en 5e région, un élan de solidarité à l'endroit des populations des 4 villages dans le cercle de Bankas, victimes de violences par des hommes armés. L'initiative est du mouvement Baguinesso et ses partenaires ont envie de soutenir ces populations privées de toute activité génératrice de revenus depuis la tragédie. Moussa Foumba nous en développe. Composé de 100 sacs de riz, ce don généreusement offert par un militant de l'association des Ansar résidant en Chine est le 3e mobilisé par le mouvement Baguinesso, avec l'appui de ses partenaires, notamment le président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans, non moins guide spirituel des Ansar à Seyyada Sherif Ousmane Madani Haïdara. L'objectif vise à accompagner les populations sinistrées. Le problème prioritaire de se déplacer, c'est l'alimentation. Donc si une ONG vient nous aider aujourd'hui, surtout des ressortissants, le mouvement Baguinesso, à travers ces gestes très salutaires, nous ne font que les féliciter, les remercier pour les gestes. Donc notre main est toujours tendue à leur endroit, aussi bien qu'à l'endroit de tous les partenaires qui interviennent dans le domaine de la prise en charge des personnes déplacées au décès. Monsieur le préfet, monsieur le maire, et les élus communaux de la jeunesse, voilà, c'est quelques mots de remerciement que j'avais à l'endroit du mouvement Baguinesso. La donation qui vient à point nommé a été saluée à juste titre par les bénéficiaires et les autorités administratives, coutumières et religieuses du cercle de Bankas. En outre, elles ont remercié toutes les bonnes volontés qui accompagnent le mouvement dans sa démarche afin d'accroître la résilience des populations. Il s'agit d'un geste noble et généreux d'un fils du terroir résident en Chine qui a donné 4 tonnes et demie de riz pour soutenir les familles déplacées, chose qui honore toute la population de Koro. Ce geste est perpétré à travers le mouvement Baguinesso résident à Bangkok, qui est une entité engagée pour le développement du cercle de Koro. Ce n'est pas leur première fois et leur première action de solidarité à l'égard du cercle de Koro. Au nom de toute la population de Koro, c'est l'occasion pour moi de remercier les donateurs et de réitérer nos reconnaissances au mouvement Baguinesso. En plus des ONG, si nos ressortissants parviennent à penser à nous, c'est une bonne chose. Nous sommes devenus des talibés maintenant. À cause de la guerre, nous sommes devenus des talibés. Et on accueille à bras ouverts tous ceux qui peuvent nous amener quelque chose. Même si c'est 5 francs, nous sommes à l'attente. Personne ne veut ça, mais c'est l'insécurité qui nous a amené tout ça. Donc on ne fait que remercier les braves donateurs et nous demandons au maire de faire bon usage de ce qu'il a. Notons que depuis l'attaque perpétrée par des hommes armés contre 4 villages dans le cercle de Bankas en juillet dernier, le mouvement Baguinesso est à pied d'œuvre pour venir en aide aux familles des victimes privées de leurs travaux champêtres, principale activité des populations dans cette localité. De Ségou jusqu'à Koro en passant par Gao, nous allons tout de suite vous proposer le tour du monde de l'actualité sur la scène internationale. En plus bref et en image, une compilation de Marietou Diallo. Au Niger, 6 travailleurs humanitaires français et 2 Nigériens ont été tués dimanche par des hommes armés près de Kouré, une zone située à une 60aine de kilomètres de Niamey au Niger. Emmanuel Macron a promis de faire la lumière sur les circonstances de cet attentat. Selon le ministère nigérien de la Défense, les 6 Français étaient des travailleurs humanitaires membres de l'ONG Acted, ce qu'a confirmé l'organisation sans donner davantage de détails. Les autres victimes nigériennes étaient leurs guides et leurs chauffeurs selon les autorités nigériennes. Emmanuel Macron a dénoncé dimanche soir l'attaque meurtrière qui a lâchement frappé un groupe de travailleurs humanitaires et affirmé que tous les moyens seront mis en œuvre pour élucider les circonstances de cet attentat, selon un communiqué de la présidence française. Le chef de l'État français, qui s'est entretenu avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, a ajouté que leur détermination à poursuivre la lutte en commun contre les groupes terroristes au Sahel demeurait intacte.
Le journaliste algérien Khaled Drareni, en détention provisoire depuis fin mars, a été condamné lundi à 3 ans de prison ferme, a annoncé l'avocat de son collectif de défense. C'est un verdict très lourd pour Khaled Drareni. 3 ans ferme, on est surpris, le dossier est vide, a déclaré l'avocat, également président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Ces 2 co-accusés, Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche, 2 figures du mouvement de contestation anti-régime Irak, ont quant à eux été condamnés chacun à 2 ans de prison, dont 4 mois ferme. À Madagascar, le président de la République, Andry Rajoelina, a pris la parole le 9 août au soir à la télévision nationale pour évoquer la lutte contre le Covid-19. La veille, l'état d'urgence sanitaire a été prolongé de 15 jours. La grande île compte 13 086 cas de coronavirus, dont 148 décès. Le chef de l'État a annoncé la suite des mesures sanitaires que les citoyens devront suivre pour ces 2 prochaines semaines. Ces mesures sont allégées. Les habitants de la capitale, Antananarivo, qui sont retournés au confinement il y a 1 mois, vont pouvoir reprendre leur quotidien peu à peu. Le travail reprend et les marchés rouvrent ainsi jusqu'à 17h pour les Tananariviens. Mais les transports en commun et les voyages d'une province à une autre restent suspendus. L'Analamanga, la région de la capitale, est dans une phase de stabilisation du nombre de cas de Covid-19, d'après le chef de l'État qui précise avoir entendu les difficultés d'une grande partie de la population qui vit au jour le jour. Aucune date de réouverture des frontières n'a été annoncée, exception faite de Nosy-Be. Le président malgache est aussi revenu longuement sur les aides sociales apportées aux ménages les plus vulnérables. Il a notamment indiqué que 189 000 foyers de la capitale recevront une aide financière d'ici quelques jours pour compenser leur perte de revenus. Plus de 20 000 migrants sont morts en Méditerranée depuis 2014 selon les Nations Unies. La grande majorité des corps repêchés lors de ces naufrages restent anonymes. Mais depuis quelques années, avec le soutien du Comité international de la Croix-Rouge, des procédures se mettent en place pour collecter le plus d'informations possible sur les corps afin de permettre leur identification. Les proches de disparus peuvent se rapprocher d'organisations internationales comme le CICR pour lancer une recherche. Parmi les pays qui appliquent ces procédures, la Tunisie, l'un des principaux points de départ des migrants vers le vieux continent. Si les 61 corps repêchés lors de ce naufrage, seul celui du capitaine tunisien du bateau a jusqu'à présent été identifié avec certitude. Un prélèvement a également été effectué sur une mère qui recherche sa fille afin que les données puissent être comparées. En attendant d'autres demandes de la part de proches de disparus, tous les dossiers sont conservés. Même si quelques corps seulement ont été identifiés jusqu'à présent, le professeur Matoug et son équipe continuent de garder une trace des disparus. De nouveaux heurts ont été éclatés dimanche soir dans le centre de Beyrouth entre les forces de l'ordre et un groupe de manifestants qui appellent le gouvernement à démissionner. Les manifestants ont jeté des pierres et tiré des feux d'artifice en direction de la police qui a répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène pour tenter de les disperser. C'est la 2e journée de heurts causée par la présence d'un stock d'ammonium en grande quantité en plein cœur de la capitale. La catastrophe a traumatisé des Libanais déjà asphyxiés par la crise économique. Les manifestants attribuent directement la responsabilité de l'explosion à une négligence et une incompétence dont fait preuve, selon eux, la classe politique. Alors qu'ils réunissaient une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement par visioconférence pour organiser l'aide internationale, le président français Emmanuel Macron a appelé dimanche la communauté internationale à agir vite pour aider le Liban à panser ses plaies et a mis en garde contre la violence et le chaos. Après le président français jeudi, le président américain Donald Trump a demandé à son tour une enquête transparente pour faire la lumière sur l'explosion. 3 ministres, celui de l'environnement, de la justice et de l'information, ont maintenant démissionné à cause de l'affaire, mais c'est l'ensemble du gouvernement que les manifestants souhaitent voir partir. La police bélarusse a dispersé par la force des foules de manifestants dimanche soir après une élection présidentielle tendue ayant opposé le président Alexandre Loukachenko, donné largement en tête, et une rivale inattendue qui revendique le soutien d'une majorité. Peu après l'annonce d'un sondage officiel donnant gagnant à près de 80% le président sortant au pouvoir depuis 1994, les détracteurs du pouvoir à Minsk se sont rassemblés par milliers en différents endroits malgré les avertissements des
autorités qui avaient déployé un important dispositif anti-émeute. La police a dit avoir utilisé des équipements spéciaux pour disperser les rassemblements, dont des grenades assourdissantes, et avoir procédé à des arrestations sans en préciser le nombre des événements étant en cours. Le ministère de l'Intérieur a assuré avoir la situation sous contrôle alors que plusieurs médias, dont la radio financée par les États-Unis, ont fait état d'usage de balles à caoutchouc. Ils ont diffusé des images de manifestants blessés, du sang coulant de leur visage. C'est donc tout pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 10 août 2020. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne partez pas. D'un moment à l'autre, vous pourrez suivre le journal en langue nationale bamanankan avec une présentation de Amadou Kamara. Et demain, Hamadou Ndiallo reprendra la main dans Cherifla Actualité. D'ici là, portez-vous très très bien et très bonne suite de programmes sur Cherifla TV.